Bienvenue sur la chaîne. Aidez-nous à atteindre l'objectif de 500 abonnés. Alors cliquez sur s'abonner pour nous soutenir. Et le plus important, quel épisode voulez-vous voir ici? Laissez vos idées en commentaire. En août 1941, l'air sur les plaines au sud-ouest de Leningrad n'était pas un air d'été, mais de prémonition. Il n'y avait pas la brise douce des champs russes, ni l'odeur sucrée de la récolte mûre pour apaiser les cœurs. À la place, un présage dense et métallique. L'odeur de diesel brûlé et de poudre à canon lointaine planait lourdement. Une odeur de fer et de mort qui approchait, insidieuse, implacable. Le soleil, quand il osait percer les nuages bas et grisâtres, jetait des ombres longues et déformées sur la vaste steppe, comme les doigts effilés d'un géant endormi prêt à s'éveiller en fureur. Chaque feuille sur le bouleau le plus haut semblait trembler, non pas sous l'effet du vent, mais d'une peur ancestrale qui s'infiltrait dans la terre elle-même. Le sol tremblait. Ce n'était pas un tremblement naturel de la terre, mais une vibration profonde, gutturale, comme si la roche elle-même criait de terreur. Sous le poids d'une puissante avancée, le sol gémissait. Le vrombissement de centaines de moteurs de chars Panzer, le claquement sec et constant des canons automatiques, les voix gutturales d'une avant-garde qui se croyait invincible. La Wehrmacht, la redoutable machine de guerre nazie, déferlait vers l'est avec une confiance presque divine, balayant tout sur son passage, laissant derrière elle une traînée de fumée, de désolation et de cadavres. Leurs yeux, implacables et froids, fixés sur Leningrad, le joyau de la Baltique, un prix qui semblait à la portée de leurs mains de fer. La conquête était imminente. L'arrogance militaire était palpable, presque visible à l'horizon poussiéreux. Chaque kilomètre conquis, chaque village réduit au silence et transformé en décombres fumants, alimentait l'illusion d'une victoire rapide, d'un blitzkrieg imparable. Les chars Panzer, les blindés sur chenilles, les divisions motorisées étaient le fer de lance d'un empire qui croyait avoir son destin gravé dans l'acier et le sang. Des soldats allemands, jeunes et endurcis par la campagne en Europe, marchaient avec la certitude de la supériorité aryenne, leurs uniformes gris contrastant brutalement avec le vert sombre et l'ocre du paysage russe. Leurs pas résonnaient d'une promesse de conquête, d'un avenir de domination sans fin, où la résistance ne serait qu'une note de bas de page insignifiante, rapidement effacée par la force brute. Mais sous cette surface de puissance écrasante et d'optimisme fébrile, quelque chose s'agitait. Ce n'était pas seulement la poussière soulevée par les chars ou l'écho lointain des cris des civils, c'était une résistance silencieuse, forgée dans la résilience d'un peuple qui connaissait la douleur, la faim et la perte, mais aussi l'obstination inébranlable. Leningrad, une ville de millions d'habitants, était dans le viseur, mais sa chute ne serait pas facile. Entre l'avant-garde allemande et son objectif, il y avait plus que de simples kilomètres de terre. Il y avait la détermination d'hommes et de femmes qui refusaient de céder, de plier. Il y avait un unique point sur la carte, un carrefour oublié, près de la petite ville de Gatchina, qui allait devenir le théâtre d'un défi inattendu, d'un duel de titans où la logique militaire serait défiée. C'était le prélude. Non pas d'une simple escarmouche ou d'une brève confrontation, mais d'un affrontement épique qui défierait la logique militaire, la propagande nazie et l'histoire elle-même. Une confrontation où le courage de quelques-uns affronterait la force écrasante du grand nombre. Un moment qui graverait à jamais le nom d'un homme, un commandant de chars soviétique, un homme d'acier, et de son équipage dans les chroniques de la guerre, transformant une bataille locale en une légende de résistance et de sacrifice. L'air, lourd de fumée et de prémonition, annonçait l'arrivée de l'enfer sur la terre gelée. Préparez-vous. L'histoire est sur le point de se dérouler sous vos yeux, révélant la fureur et la résilience humaine dans leur état le plus pur et le plus brutal. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre légion d'historiens pour vivre le passé comme jamais auparavant. Découvrez les secrets derrière les plus grands conflits et les héros oubliés qui ont façonné notre monde. La force avançait. Le rouleau compresseur de la Wehrmacht, alimenté par une croyance inébranlable en sa propre invincibilité, semblait avaler le paysage russe avec une faim insatiable. Des colonnes de chars Panzer, les redoutables PZK PFW 3 et 4, rugissaient comme des bêtes mécaniques, leur moteur diesel exhalant une odeur âcre qui se mélangeait à la poussière soulevée par les chenilles et à l'odeur de la terre fraîchement retournée. Des soldats, les visages sales de suie et de sueur, mais les yeux brillants encore de l'adrénaline de la victoire, avançaient sans hésiter. Chaque ville prise,
Chaque pont sécurisé, chaque kilomètre de route parcouru était un saut de plus sur la prophétie d'une victoire rapide, d'un triomphe total. L'objectif était clair. Leningrad, le joyau de la Baltique, un symbole, un prix qui s'inscrivait parfaitement dans le récit de domination nazie. Pour l'atteindre, l'avant-garde allemande devait traverser Krasnogvardeysk, l'ancienne Gatchina, un nœud vital de routes et de voies ferrées. C'était la porte d'entrée de la ville assiégée, un point stratégique que les soviétiques ne pouvaient pas perdre. Mais, pour les commandants allemands, la résistance semblait de plus en plus sporadique, désorganisée. L'euphorie du Blitzkrieg, testée et éprouvée en Pologne et en France, insufflait une confiance dangereuse. Ils croyaient que la défense soviétique n'était qu'une coquille vide, prête à s'effondrer au moindre contact. Mais dans l'esprit des stratèges soviétiques, le désespoir engendrait la ruse. La retraite ne signifiait pas la reddition. Elle signifiait du temps pour préparer, pour comploter, pour transformer le paysage familier en un champ de bataille traître. Pendant que les panzers avançaient, la poussière de leurs pas couvrait les manœuvres discrètes d'une résistance déterminée. Il n'y aurait pas de ligne de front continue, une défense massive qui pourrait être brisée. Il y aurait des pièges, des points d'étranglement, des embuscades. Chaque arbre, chaque buisson, chaque virage de la route deviendrait une cachette potentielle, un repère pour l'ennemi invisible. Et à l'un de ces endroits, un carrefour oublié près du village de Voïskovitsi, à moins de 20 km de Krasnogvardeysk, un homme attendait. Le lieutenant Semyon Kolobanov, un géant à la carrure robuste et au regard perçant, un vétéran des guerres d'hiver qui dégageait un calme troublant. Son commandement, 5 chars lourds KV-1, des machines d'acier colossales, de véritables monstres de guerre, avec un blindage allant jusqu'à 75 mm et un canon de 76,2 mm qui pouvait percer l'acier allemand comme du papier. Mais il n'était que 5 face à une marée. Kolobanov savait que la force brute ne suffirait pas. Il avait besoin d'intelligence, de précision, d'un plan qui transformerait le désavantage apparent en une arme mortelle. Il étudia le terrain. Chaque élévation, chaque dépression, chaque marécage. L'odeur humide de la terre se mêlait à la fumée des cigarettes qu'il consommait sans cesse. Il choisit un point, un virage en T sur la route reliant Leningrad à Tallinn, caché derrière des buissons denses et de jeunes arbres. Un endroit parfait pour une embuscade. Ces chars, camouflés avec des branches et des troncs, attendraient, silencieux, invisibles. Ils deviendraient une partie intégrante du paysage, des prédateurs à l'affût, prêts à porter un coup inattendu au cœur de la force allemande qui s'approchait avec tant d'arrogance. Le silence était l'arme, la patience, le bouclier. La tension était palpable, un poids dans l'air avant la tempête. Kolobanov ne cherchait pas la gloire personnelle, il cherchait le sacrifice stratégique. Sa mission, arrêter l'avancée, bloquer la route, gagner du temps. Chaque minute gagnée était une chance de plus pour Leningrad de se préparer, de respirer. Il savait que l'enfer était sur le point de se déchaîner, mais il était prêt à l'affronter. Ces hommes, jeunes et endurcis, lui confiaient leur vie. Le vrombissement lointain des moteurs allemands, autrefois un son de terreur, était maintenant l'appel à la chasse. L'espoir, fragile comme un fil, reposait sur le courage d'une poignée d'hommes et sur leurs machines de guerre cachées, attendant le moment exact pour renverser la situation. La confiance allemande allait être mise à l'épreuve. L'arrogance allait se heurter à la résilience. Le cauchemar était sur le point de commencer. Le silence, dense et oppressant, était un piège en soi. Kolobanov, à l'intérieur de la tourelle de son KV-1, sentait l'odeur métallique de l'acier froid et la sueur tendue de son équipage. L'air, auparavant alourdi par la fumée et le diesel lointain, n'était plus qu'attente. Puis, le son. Non pas le vrombissement, mais le grincement des chenilles, le cliquetis du métal, la voix gutturale d'un officier allemand, résonnant, trop confiant. Une colonne de chars Panzer IV, suivie de véhicules de transport de troupes et de camions de ravitaillement, s'engageait dans le virage en T, inconsciente, aveugle à la mort qui l'attendait. L'avant-garde, 2 chars, semblaient danser sous le soleil bas, comme si la route était un tapis rouge déroulé pour leur marche triomphale. Les yeux de Kolobanov, fixés dans la lunette télescopique, étaient d'acier. Il attendit. Le premier char Panzer, un PZK PFW4, tourna dans le virage, exposant son flanc le plus vulnérable. Le second le suivait de près.
Les Allemands riaient, discutaient, fumaient. Il n'y avait pas d'éclaireur avancé, pas de reconnaissance adéquate. L'arrogance. Toujours l'arrogance. Kolobanov prit une profonde inspiration. L'odeur de poudre semblait déjà imprégner l'air avant même le premier tir. Il donna l'ordre. Feu! Le canon de 76,2 mm du KV-1 de Kolobanov cracha du feu et de l'acier. Un fracas assourdissant déchira le silence, suivi d'un éclair aveuglant. L'obus perfora le blindage latéral du Panzer IV de tête comme s'il s'agissait de beurre. Une explosion interne. Une fumée noire et épaisse jaillit des écoutilles ouvertes, suivie de cris d'agonie qui furent rapidement étouffés par le rugissement des flammes. Le char allemand, devenu une torche vivante, vacilla et s'arrêta, bloquant la route. Une barrière de métal en feu, un avertissement tardif. Le chaos éclata. Les soldats allemands, auparavant détendus, furent pris de panique. L'odeur de métal brûlé, de diesel et de chair calcinée envahit l'air, se mêlant à l'effroi. « Alerte! Embuscade !» Les cris de commandement se mêlaient à ceux de terreur. Les chars derrière tentèrent de manœuvrer, mais la route étroite et le char en flammes à l'avant constituaient un piège parfait. Le PZK PFW4, qui suivait le premier, tenta de reculer, mais fut touché de plein fouet par le deuxième KV-1 de Kolobanov, commandé par le lieutenant MI Evdokimenko. Encore une explosion, plus de fumée, plus de cris. La route devint un cimetière de métal et de feu. Depuis sa cachette, le KV-1 de Kolobanov continuait de tirer avec une précision brutale. Il ne visait pas seulement les chars, mais aussi les camions de transport de troupes, les véhicules de ravitaillement. Chaque obus était un marteau de guerre, écrasant la colonne vertébrale de la colonne allemande. Le son des canons des KV-1 résonnait, un rythme infernal de destruction, tandis que le métal se tordait et explosait. Cris de douleur, ordres désespérés, le hurlement des moteurs tentant une fuite impossible. Soudain, la confiance allemande s'était muée en terreur. Les chars allemands restants tentèrent de réagir, tirant aveuglément vers les buissons d'où provenaient les tirs. Leurs obus, cependant, ricochaient sur le blindage épais des KV-1, inefficaces. C'était une danse macabre d'acier et de feu, où un côté était le chasseur invisible et l'autre la proie prise au piège. Kolobanov, avec un calme presque surnaturel, instruisait son équipage. Cible suivante, ce véhicule de commandement. Feu. Et le canon répondait encore et encore, une symphonie de mort qui déchirait l'après-midi d'août. En quelques minutes, la route était méconnaissable. Des dizaines de véhicules allemands, certains en flammes, d'autres simplement tordus et silencieux, formaient une barricade grotesque. Des corps gisaient sur le sol, certains immobiles, d'autres tentant de se traîner vers la sécurité des buissons pour être fauchés par les rafales de mitrailleuses des KV-1. L'odeur de chair brûlée, de carburant et de sang planait dans l'air, dense et nauséabonde. L'enfer était descendu sur la route de Voïskovitsi et Kolobanov en était le maître implacable. Les Allemands survivants, choqués et désorientés, tentaient d'organiser une contre-offensive. Mais il était trop tard. L'embuscade avait été parfaite, rapide et dévastatrice. La colonne avait été décimée avant même qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passait. Kolobanov et son équipage, malgré la chaleur étouffante et l'odeur de poudre qui envahissait le compartiment, restaient concentrés. Ils savaient que la bataille n'était pas terminée. Ce n'était que la première vague. Le fer de lance de la terreur nazie avait été brisé, mais la guerre était loin d'être finie. Le cauchemar pour les Allemands ne faisait que commencer. Le cauchemar pour les Allemands ne faisait que commencer. Ce qui était auparavant une marche confiante était maintenant une masse confuse d'acier tordu et de chair broyée. Les survivants de la colonne allemande, abasourdis et démoralisés, titubaient au milieu de la fumée et des décombres. L'odeur de métal brûlé, de diesel et de sang était si dense qu'elle semblait étouffer toute pensée rationnelle. Des soldats hurlèrent des ordres que personne n'entendait. D'autres pleuraient simplement, saisis par la terreur d'une embuscade si soudaine et brutale. La discipline prussienne, si vantée, s'effondrait sous le feu impitoyable des chars invisibles. À l'intérieur des panzers qui n'avaient pas encore explosé, les équipages tentaient désespérément de faire pivoter leurs tourelles, cherchant une cible dans le feuillage dense. Mais c'était inutile. Les obus soviétiques venèrent de points inattendus, avec une précision chirurgicale. Le son des tirs des KV-1 était un tonnerre sec, suivi d'un impact dévastateur qui faisait trembler les chars allemands et les faisait exploser dans un éclair infernal.
Les cris des hommes piégés à l'intérieur des véhicules en flammes étaient une plainte gutturale qui se mêlait au rugissement du feu et au claquement des munitions qui explosaient. C'était un massacre froid et calculé, orchestré par un ennemi qui semblait connaître chaque centimètre de cette terre. Kolobanov, à l'intérieur de son KV-1, était l'incarnation du calme au milieu du pandémonium. Ses yeux, rouges de fumée et d'épuisement, ne vacillaient jamais. Chaque ordre était clair, concis, implacable. « Encore un à droite ! Feu !» Et le canon répondait, encore et encore, son recul violent secouant tout le compartiment, l'odeur âcre de la poudre remplissant les poumons. Son équipage, une machine de destruction bien huilée, chargeait les obus lourds à une vitesse étonnante, visait avec une précision mortelle. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation, ni pour la peur, seulement la mission. Arrêter l'avancée, coûte que coûte. La colonne allemande, désormais complètement immobilisée, tentait désespérément de se dégager du piège. Quelques soldats d'infanterie, auparavant montés dans leur véhicule, se jetaient maintenant au sol, essayant de trouver une couverture derrière les véhicules en feu ou dans les buissons. Le feu des mitrailleuses des KV-1 balayait la route, fauchant des vies avec une efficacité brutale. Le son des rafales était un bourdonnement mortel, un contrepoint au fracas des canons. Le sang tachait la poussière, se mêlant à la boue, transformant le paysage en un tableau d'horreur surréaliste. De l'autre côté, les 4 autres KV-1 de Kolobanov entraient également en action, chacun à sa propre position stratégique, attaquant d'autres colonnes allemandes qui tentaient de flanquer ou de battre en retraite. Le lieutenant Degtiarev, le lieutenant Sergeyev, le lieutenant Lastochkine et le lieutenant Evdokimenko, chacun d'eux répliquait la tactique de Kolobanov, transformant les routes secondaires en abattoirs. Leur tir était moins une attaque qu'une exécution méthodique. Le paysage autrefois paisible de champs et de forêts était maintenant un enfer d'acier, de feu et de cris d'agonie. La communication allemande s'effondra. La radio était muette ou ne transmettait que des parasites et des cris. Les commandants sur le terrain ne parvenaient pas à comprendre l'ampleur du désastre. Des rapports fragmentés arrivaient. Avons perdu l'avant-garde. Feu nourri de flancs. Sommes encerclés par des chars lourds. La confusion était l'arme la plus puissante des soviétiques à ce moment-là. L'arrogance initiale s'était transformée en un désespoir aveugle. Ils croyaient affronter une force écrasante, et non seulement 5 chars bien positionnés et un commandant génial. Les Allemands tentèrent une contre-offensive désespérée. Des soldats d'infanterie, armés de grenades anti-chars, tentèrent de s'approcher des KV-1 en rampant dans le fossé. Mais les tireurs des chars soviétiques, entraînés à ce scénario, les abattaient avant qu'ils ne puissent s'approcher. Certains réussirent à lancer leurs grenades, mais le blindage du KV-1 était impénétrable. Les explosions sur les flancs du char n'étaient que de simples éraflures, un bruit métallique agaçant qui n'arrêtait pas la machine de guerre soviétique. C'était comme attaquer une forteresse d'acier avec des pierres. La tension à l'intérieur du KV-1 de Kolobanov était presque insoutenable, malgré le calme apparent. Chaque membre de l'équipage sentait l'épuisement, l'odeur de sueur et de poudre, la chaleur infernale générée par les tirs continus. Mais l'adrénaline, la conscience qu'ils faisaient la différence les stimulait. Ils étaient le dernier bastion, le dernier espoir. Et à chaque panzer qui explosait, à chaque camion qui devenait un tas de ferraille en flammes, à chaque cri d'un ennemi qui se taisait, ils ressentaient une goutte de victoire, un soulagement sombre au milieu du carnage. L'embuscade de Kolobanov n'était pas seulement une bataille militaire, c'était un coup psychologique. L'invincibilité de la Wehrmacht était démasquée, non pas par un vaste front, mais par une poignée d'hommes et leurs machines. La terreur se propageait dans les rangs allemands comme une maladie. La confiance qui les avait portés depuis le début de la guerre se transformait maintenant en peur. Le cœur du conflit n'était pas seulement le choc de l'acier, mais le choc des volontés, où la résilience soviétique commençait à corroder l'arrogance nazie, transformant l'avancée en un cauchemar sans fin. Le cœur du conflit s'enfonçait, non seulement dans l'acier tordu et la terre ensanglantée, mais dans l'esprit des hommes. Pour les soldats allemands, la réalité se désintégrait. Le Blitzkrieg, autrefois promesse de gloire rapide, s'était transformé en un abîme de désespoir. Ce qui était auparavant une colonne organisée était maintenant un enchevêtrement chaotique de chars en flammes, de camions détruits et d'hommes paniqués. L'air saturé par l'odeur métallique du sang, de la poudre et du diesel brûlé était si dense qu'il semblait étouffer tout souffle d'espoir.
Les cris des blessés, auparavant couverts par le vrombissement des moteurs, étaient maintenant des lamentations qui résonnaient dans le paysage dévasté, un chœur d'agonie que la mort n'avait pas encore réduit au silence. Des soldats allemands, autrefois confiants dans leurs uniformes gris et leurs svastikas, rampaient dans la boue et les décombres, terrifiés. Leurs visages, autrefois endurcis par la guerre, étaient maintenant pâles et tordus par la peur. Certains tentaient de riposter, mais leurs tirs étaient des tirs aveugles contre un ennemi invisible, un écho futile de leur impuissance. D'autres, en état de choc, regardaient simplement leurs camarades en flammes, les chars perforés qui vomissaient une fumée noire et grasse, témoins de l'anéantissement de leur propre force, de la destruction de leur orgueil. La discipline, autrefois un roc, s'effritait en sable. À l'intérieur des KV-1, l'atmosphère était un mélange de tension et d'épuisement. Kolobanov, impassible, continuait de diriger son équipage. Le tireur Andrei Youssov, un jeune homme aux nerfs d'acier, tirait avec une précision presque surnaturelle. Chaque obus était soigneusement sélectionné, chaque cible un arrêt de mort. Il visait les zones les plus vulnérables des chars allemands, les flancs, l'arrière, les tourelles, s'assurant que chaque tir comptait. Le son du tir était comme un tonnerre en cage à l'intérieur du compartiment, suivi par le ricochet métallique de l'obus et le fracas de l'explosion à l'extérieur. L'odeur de poudre brûlée était constante, imprégnant les vêtements, la peau et les cheveux. Pendant ce temps, les 4 autres KV-1 suivant le plan méticuleux de Kolobanov continuaient d'intercepter et de détruire les autres colonnes allemandes qui tentaient d'avancer par les routes secondaires. Le lieutenant Dektiarev, au nord, transformait une forêt en un enfer de feu et de fumée, ses obus déchirant le feuillage et frappant les blindés allemands qui tentaient de flanquer. Au sud, le lieutenant Sergueïev et son équipage se frayaient un chemin à travers une colonne d'infanterie motorisée, les tirs de mitrailleuses balayant impitoyablement les soldats qui tentaient de se disperser. La destruction était totale. Il n'y avait plus d'avancée, seulement la lutte désespérée pour la survie. Les camions de ravitaillement, chargés de munitions et de carburant, explosaient en spectaculaires boules de feu, projetant des débris et l'horreur. L'asphalte de la route était fissuré et carbonisé, marqué par des cratères et des traînées d'huile et de sang. Les arbres environnants étaient calcinés, leurs feuilles se balançant dans la brise chaude et fétide qui soufflait sur le champ de bataille. Il n'y avait pas de civils à ce carrefour, mais la destruction était un présage de ce qui attendait les villages et les villes voisines, un rappel vivant de la brutalité que la guerre apportait avec elle. La communication allemande, déjà précaire, s'était effondrée. Les radios, qui crépitaient auparavant d'ordres et de rapports, étaient maintenant muettes ou ne transmettaient que des parasites et l'écho lointain des explosions. La chaîne de commandement était rompue. Personne ne savait ce qui se passait, ni d'où venait l'attaque. La croyance initiale qu'il s'agissait d'une force soviétique écrasante, d'une contre-offensive massive, ne faisait qu'accroître la panique. L'idée que seulement 5 chars, bien positionnés et commandés par un génie tactique, puissent infliger une telle dévastation était inconcevable pour la mentalité militaire allemande. Pour les hommes de Kolobanov, chaque tir était un acte de résistance, un cri silencieux contre l'invasion. Ils étaient le bouclier, le mur d'acier qui empêchait l'avancée. L'épuisement était immense, mais la détermination était encore plus grande. Le compartiment du char était chaud, humide, et puait la sueur et la poudre, mais il continuait. Ce n'était pas pour la gloire, mais pour la survie, pour la patrie, pour Leningrad. La bataille principale au carrefour dura un peu plus d'une demi-heure, mais pour les Allemands, cela sembla une éternité. 33 chars Panzer, plusieurs camions, des véhicules de commandement et de l'artillerie furent détruits. La route était bloquée par un amas de métal en flammes, un monument à l'arrogance et à la résilience. Les quelques survivants allemands qui n'avaient pas été tués ou capturés tentaient de se disperser dans les champs et les forêts, titubant à la recherche de sécurité, mais la plupart étaient perdus, désorientés et sans espoir. Ils étaient tombés dans un siège de feu et d'acier orchestré avec une précision implacable. L'avancée nazie vers Krasnogvardeysk avait été interrompue, non pas par une division entière, mais par une poignée d'hommes dans 5 chars. Le coût humain était incalculable, mais le message était clair. La Russie ne tomberait pas facilement. L'enfer avait été déchaîné, mais ce n'était pas l'enfer que les Allemands attendaient. C'était un enfer de leur propre création, et ils étaient piégés dedans. Le piège s'était refermé. Le piège s'était refermé.
Pour le haut commandement allemand, un silence assourdissant s'abattit sur les canaux de communication. L'avancée, qui semblait imparable, était maintenant un point d'interrogation sanglant. Des rapports épars, incohérents, commençaient à arriver, parlant de pertes massives, d'une résistance inattendue et de chars invulnérables. La réalité sur le terrain était encore plus brutale. La route de Krasnogvardeysk, autrefois une artère vitale pour le Blitzkrieg, s'était transformée en un cimetière fumant. Les véhicules détruits formaient une barricade infranchissable, un labyrinthe d'acier tordu et de corps mutilés. L'odeur de mort était palpable, un manteau lourd qui couvrait le paysage autrefois verdoyant. Les soldats allemands qui avaient survécu à l'embuscade initiale étaient isolés, dispersés et terrorisés. La confiance qui les avait portés sur des centaines de kilomètres s'évaporait maintenant sous la chaleur des flammes et l'écho des cris de leurs camarades. Certains tentèrent de ramper hors de la zone de mort, se traînant dans les fossés ou se cachant derrière n'importe quel abri disponible, leurs uniformes gris tachés de sang et de suie. L'idée qu'une force si petite puisse infliger de tels dégâts était incompréhensible, érodant le moral d'hommes habitués aux victoires faciles. Ils se sentaient encerclés, pris dans un piège sans issue, même si les attaquants n'étaient qu'un mirage d'acier soviétique. La pénurie de fournitures, bien que non immédiate, était une menace croissante. Beaucoup de camions de transport avaient été détruits, leurs cargaisons de munitions, de carburant et de rations transformées en cendres ou dispersées sur le champ de bataille. Sans ravitaillement, sans renfort capable de franchir le blocus de feu et d'acier, la situation des éléments avancés de la Wehrmacht devenait intenable. La nuit promettait d'apporter non seulement le froid d'août, mais aussi la faim et la soif, exacerbant le désespoir. La terreur de l'ennemi invisible, l'ombre des chars KV-1 qui semblaient surgir de nulle part et disparaître avec la même rapidité, transformait chaque buisson, chaque ombre, en une menace potentielle. Tandis que la colonne principale allemande était immobilisée, les 4 autres chars de Kolobanov poursuivaient leur mission mortelle sur les routes secondaires. Chacun d'eux, un point de résistance inébranlable, répliquait le succès du commandant. Les colonnes de reconnaissance et de flanquement allemandes, qui tentaient de contourner le blocus principal, rencontraient leur propre enfer. Le lieutenant Dektiarev, par exemple, détruisit 4 autres chars et 2 véhicules blindés, tandis que Sergeyev, Lastochkin et Evdokimenko ajoutaient plus d'une douzaine de véhicules au tableau de chasse. L'impact psychologique était catastrophique. Les Allemands n'étaient pas confrontés à un simple blocus, mais à un réseau d'embuscades, un labyrinthe de mort, où chaque chemin menait à l'anéantissement. Le sentiment d'isolement était écrasant. Les communications radio étaient compromises, les lignes téléphoniques coupées. Les commandants de terrain allemands, habitués à un flux constant d'informations et de soutien aérien, étaient maintenant aveugles et sourds. La coordination se désagrégea dans la panique. Il n'y avait aucun moyen de demander des renforts efficaces, ni de coordonner une retraite ordonnée. Chaque section, chaque compagnie était livrée à elle-même, luttant contre un ennemi qui semblait être partout et nulle part à la fois. La supériorité aérienne allemande, si décisive sur d'autres fronts, était inutile contre des chars camouflés et cachés qui frappaient et disparaissaient avant qu'un avion ne puisse être appelé. L'impact sur les civils, bien que non direct au carrefour de Kolobanov, était ressenti dans les villages et hameaux voisins. Le rugissement lointain des batailles, les colonnes de fumée sombre qui montaient vers le ciel, étaient les présages d'un avenir sombre. Des familles entières, alertées par les bruits de la guerre, commençaient à abandonner leurs maisons, emportant ce qu'elles pouvaient, devenant des réfugiés sur leur propre terre. La peur de l'occupation nazie, des atrocités qui l'accompagnaient, était un lourd fardeau. L'espoir fragile résidait dans la résistance, dans ces quelques-uns qui osaient défier l'avancée apparemment invincible. À l'intérieur du KV-1 de Kolobanov, le silence qui suivit la bataille immédiate était presque aussi oppressant que le pandémonium précédent. L'odeur de poudre était encore forte, mélangée à la sueur et à la chaleur. L'équipage, épuisé, mais dans une étrange euphorie, vérifiait les systèmes, rechargeait le canon, nettoyait la lunette. Oussov, le tireur, se frottait les yeux, la vision trouble à cause de la fumée et de la tension. Le pilote, Ivan Kizelev, sentait les vibrations du moteur qui tournait encore, une promesse que la machine avait résisté. Ils avaient accompli leur mission, ils avaient arrêté l'avancée. Mais ils savaient que la victoire n'était que partielle. L'ennemi était toujours là, blessé, mais pas mort. La nuit tomba, apportant avec elle un froid mordant
et une obscurité presque absolue. Les flammes des chars allemands détruits illuminaient la scène macabre, projetant des ombres dansantes sur les corps et les décombres. Pour les Allemands piégés, c'était une nuit de terreur. Sans feu pour se réchauffer, sans nourriture, sans espoir de secours immédiat. Chaque bruit dans la forêt, chaque craquement de branches était une menace. Le moral était en lambeaux. L'effondrement physique et moral était inévitable pour beaucoup, tandis que le froid s'infiltrait dans leurs os et que l'horreur du carnage s'installait dans leurs esprits. Le piège était désormais un siège de désespoir et de mort lente. L'arrogance initiale des envahisseurs avait été brutalement écrasée par une résistance inattendue. Ce qui devait être une marche triomphale s'était transformé en un cauchemar d'isolement et d'anéantissement. Kolobanov et ses hommes n'avaient pas seulement détruit une colonne blindée, ils avaient brisé la colonne vertébrale psychologique d'une partie de l'avancée allemande, semant le doute et la peur dans l'esprit de ceux qui se croyaient invincibles. Le siège de feu et d'acier avait cédé la place à un siège de terreur où l'ennemi, même invisible, semblait omniprésent, attendant le moindre signe de mouvement pour porter un nouveau coup. La nuit promettait d'être longue et impitoyable pour ceux qui étaient piégés dans l'enfer de Wojskowice. La nuit à Wojskowice n'apporta aucun soulagement, mais un approfondissement de la terreur. Pour les soldats allemands pris au piège, l'obscurité était un ennemi aussi implacable que les chars soviétiques invisibles. Le froid de l'aube d'août pénétrait les uniformes et l'odeur persistante de mort et de métal brûlé infestait l'air. Le silence, parfois rompu par des claquements de métal refroidissants ou le gémissement lointain d'un blessé, était assourdissant, amplifiant chaque battement de cœur terrifié. Les commandants de terrain, autrefois fiers et confiants, se trouvaient maintenant face à un dilemme impossible. Avancer était un suicide, battre en retraite, une humiliation et une logistique presque impraticable sous le feu ennemi. Des tentatives désespérées pour briser le siège commencèrent sous le couvert de l'obscurité. De petits groupes d'infanterie, armés de grenades et de mitrailleuses, tentèrent de se faufiler sur les côtés de la route, cherchant à flanquer les supposés points d'embuscade. Mais la vigilance soviétique était implacable. Des sentinelles positionnées stratégiquement, probablement des soldats d'infanterie accompagnant les KV-1 ou des éclaireurs locaux, identifiaient les mouvements. Des tirs sporadiques de fusils et des rafales de mitrailleuses, déchirant l'obscurité, fauchaient des vies allemandes avant qu'ils ne puissent ne serait-ce que s'approcher. La terreur de l'ennemi omniprésent se confirmait. Ce n'était pas seulement une barrière, c'était un mur d'acier et de plomb. À l'intérieur du KV-1 de Kolobanov, l'équipage maintenait une veille tendue. L'épuisement était un ennemi silencieux, mais l'adrénaline et la responsabilité maintenaient tout le monde en alerte. Ivan Kiselev, le pilote, vérifiait les commandes, s'assurant que le char était prêt pour un mouvement rapide si nécessaire. Nikolai Rodnikov, le chargeur, nettoyait la culasse du canon, l'odeur d'huile et de poudre remplissant le petit espace. À chaque heure qui passait, Kolobanov revoyait la carte, réévaluant les points de défense, anticipant les prochaines manœuvres de l'ennemi blessé. Il savait que la Wehrmacht n'accepterait pas la défaite si facilement. Une contre-offensive était inévitable, un rugissement de fureur avant la reddition ou la retraite. Au lever du jour, la scène était celle de la dévastation. La lumière grise du jour révélait l'étendue du massacre. Des dizaines de véhicules allemands en ruine, des corps éparpillés, l'asphalte de la route taché de sang séché et d'huile. Les quelques chars Panzer qui avaient survécu à l'embuscade initiale étaient paralysés, beaucoup avec leurs tourelles tournées à des angles impossibles, leurs équipages morts ou en état de choc. Le moral allemand était au plus bas. L'idée que cette force d'élite puisse être arrêtée, et si brutalement par une résistance aussi limitée, était un coup dévastateur pour la psyché de l'envahisseur. La décision de battre en retraite, ou du moins de tenter de contourner le piège, commença à prendre forme parmi les commandants allemands survivants. L'obstination initiale de percer à tout prix cédait la place à une évaluation sombre de la réalité. Les pertes étaient insoutenables, et l'objectif d'avancer rapidement vers Krasnogvardeysk était irrémédiablement compromis. Mais la retraite ne serait pas facile. Les 4 autres KV-1 de Kolobanov étaient toujours à leur poste, surveillant les itinéraires alternatifs, prêts à porter de nouveaux coups. Le réseau d'embuscades, tissé avec brio, transformait chaque chemin en champ de bataille potentiel. Le lieutenant Dektiarev au nord observait le mouvement d'un convoi allemand qui tentait une route de déviation par un chemin de terre. Ses hommes étaient prêts.
L'ordre de Kolobanov était clair. Ne les laissez pas passer. Et ils ne le permettraient pas. Le canon du KV-1 de Dekhtiarev tira, faisant écho au tonnerre qui avait marqué la nuit précédente. Un autre panzer explosa, suivi d'un camion de ravitaillement qui se transforma en boule de feu, bloquant à nouveau la route. Le message était réitéré. Voïskovitsi était une zone d'exclusion, un cimetière pour l'avancée nazie. Pour les civils des villages voisins, le matin apporta un mélange de soulagement et de peur renouvelée. Les colonnes de fumée montaient toujours vers le ciel, mais les rugissements incessants de la bataille s'étaient calmés. Des rumeurs d'une victoire soviétique, aussi improbable que cela puisse paraître, commençaient à circuler, portant un fragile espoir. Mais la vue des réfugiés arrivant des zones les plus proches du front, leurs visages marqués par la peur et la perte, était un sombre rappel de la réalité de la guerre. La résilience humaine était mise à l'épreuve, non seulement sur le champ de bataille, mais dans chaque foyer, dans chaque cœur qui attendait l'issue de ce conflit épique. La bataille de Voïskovitsi n'était pas seulement une confrontation militaire, c'était un symbole de la capacité d'une poignée d'hommes armés de détermination et d'intelligence tactique à arrêter une force écrasante. Kolobanov et ses camarades avaient prouvé que le Blitzkrieg n'était pas invincible, que la volonté de résister pouvait briser l'acier et l'arrogance. La reddition ou la retraite allemande ne serait pas une fuite facile, ce serait une leçon brutale, gravée au feu et au sang dans l'esprit de ceux qui osaient sous-estimer la terre russe. Le point culminant approchait, mais l'histoire de cette résistance était encore en train de s'écrire à chaque tir, à chaque vie sacrifiée, à chaque instant de courage au milieu du chaos. Le point culminant approchait, mais l'histoire de cette résistance était encore en train de s'écrire. À chaque tir, à chaque vie sacrifiée, à chaque instant de courage au milieu du chaos. Le matin apporta un soleil pâle, mais pas la clarté pour les commandants allemands. La confusion persistait, intensifiée par les rapports fragmentés et contradictoires qui arrivaient. Ce qui était une avancée rapide et implacable s'était transformé en un bourbier d'acier et de chair. À chaque heure, la pression montait. Des ordres contradictoires étaient donnés, et la coordination, autrefois l'épine dorsale du Blitzkrieg, n'était plus qu'une chimère. L'arrogance initiale, le mépris pour l'ennemi slave, se dissolvait sous le poids des chars détruits et des corps en décomposition. De nouvelles tentatives de contre-attaque et de fuite furent orchestrées, mais avec un désespoir palpable. Des groupes de Stukas, appelés en soutien, survolèrent la zone, mais leurs attaques étaient imprécises et inefficaces contre les chars soviétiques bien camouflés. Le vrombissement des moteurs d'avion ajoutait un autre son de terreur au scénario, mais ne changeait pas la réalité sur le terrain. Les chars allemands restants, regroupés en formations défensives improvisées, tentaient de bouger, mais chaque mouvement était un risque, chaque itinéraire une embuscade potentielle. Le sol, autrefois ferme, semblait maintenant traître, chaque ombre une cachette pour l'ennemi. Kolobanov, à l'intérieur de son KV-1, observait l'agitation allemande avec un calme calculé. Il savait que l'ennemi, blessé, était encore plus dangereux. La radio du char crépitait des rapports des 4 autres KV-1, confirmant de nouvelles destructions et blocages. Le lieutenant Sergueïev, au sud, repoussait avec succès une tentative de flanquement par une colonne de reconnaissance, son char pivotant et tirant avec une efficacité brutale. Le bruit des obus pénétrant le blindage mince des véhicules allemands était un son familier, un hymne macabre à la résistance. La pénurie de munitions commençait à être une préoccupation pour les soviétiques. Il n'y avait pas de renfort en vue, ni de ravitaillement pour les 5 chars isolés. Chaque obus devait être compté, chaque tir fatal. Oussov, le tireur, gardait sa précision, mais la tension était visible sur son visage en sueur et marquée par la suie. L'odeur de poudre brûlée n'était plus seulement une odeur, c'était le parfum de la guerre imprégnant chaque respiration. L'épuisement, physique et mental, était un ennemi constant, mais la détermination de Kolobanov était une forteresse inébranlable, stimulant son équipage. Pour les Allemands, la situation était intenable. Les pertes étaient dévastatrices et l'avancée avait été complètement paralysée. Le moral était brisé. Les soldats blessés étaient abandonnés. La retraite devenait la priorité. L'idée de conquérir Leningrad rapidement, d'une victoire facile, se désintégrait avec chaque char détruit, avec chaque camarade tombé. La panique se propageait comme une peste, transformant l'ordre en chaos, l'espoir en désespoir. Le commandement allemand dut enfin affronter la vérité brutale. Le Blitzkrieg avait été stoppé, non pas par une division entière, mais par une force minuscule.
mais implacable. La décision de battre en retraite fut inévitable, douloureuse mais nécessaire. Ce n'était pas une retraite organisée, mais une fuite fragmentée, un sauve-qui-peut. Les véhicules qui pouvaient encore bouger faisaient demi-tour, tentant de trouver des itinéraires alternatifs, tandis que l'infanterie démoralisée et épuisée tentait de se disperser à travers les champs et les forêts, cherchant une issue à l'enfer de Wojskowice. Le coup humain était visible sur chaque corps étendu, sur chaque blessé qui gémissait, sur chaque prisonnier qui levait les mains, le visage livide et marqué par le traumatisme. Kolobanov et ses hommes, observant la retraite allemande, maintenaient le feu, mais avec moins d'intensité. Ce n'était plus une annihilation totale, mais l'assurance que l'ennemi ne réorganiserait pas ses forces immédiatement. Les derniers obus furent tirés sur les véhicules qui tentaient de s'échapper, marquant la fin d'une bataille qui avait défié toutes les probabilités. 33 chars Panzer, plusieurs camions et véhicules de commandement gisaient en ruine, un témoignage silencieux de la férocité du combat. La route de Krasnogvardeysk était libre, ou plutôt bloquée par une montagne de débris. Ce jour d'août 1941, qui devait être une nouvelle étape victorieuse pour la Wehrmacht, devint un symbole de la résilience soviétique. L'arrogance militaire allemande s'était heurtée à l'intelligence tactique et au courage inébranlable d'une poignée d'hommes. Le coût humain, bien que majoritairement allemand à cet endroit précis, était un prélude à ce qui attendait les deux camps dans la guerre qui s'éternisait. Les prisonniers allemands, capturés aux abords de la bataille, portaient dans leurs yeux l'horreur de la défaite inattendue, l'incompréhension de la façon dont une force si petite avait pu infliger une telle dévastation. La retraite, chaotique et désorganisée, marqua le point culminant d'une confrontation qui entrerait dans l'histoire comme l'un des exploits les plus remarquables de la Seconde Guerre mondiale. Le piège s'était refermé et le prédateur avait été chassé. Le piège s'était refermé et le prédateur avait été chassé. Le rugissement des canons s'était tu, remplacé par le claquement du métal tordu et le crépitement des flammes qui léchaient les débris. Le pâle soleil de fin de matinée jetait une lumière froide sur le paysage de dévastation à Wojskowice. Il n'y avait plus d'avancée confiante, de marche implacable du Blitzkrieg. Il n'y avait que la carcasse fumante de l'ambition allemande, écrasée par une résistance inimaginable. L'air, autrefois chargé de poudre et d'adrénaline, sentait maintenant la fumée, l'huile brûlée et la mort. À l'intérieur du KV-1, l'équipage de Kolobanov était épuisé, mais l'euphorie était palpable. La sueur coulait sur leurs visages sales de suie, mais leurs yeux brillaient d'un mélange de soulagement et de fierté. Ivan Kiselev coupa le moteur, et le silence soudain à l'intérieur de la tourelle blindée fut presque assourdissant. Oussov le tireur se frottait les yeux, la vision brouillée, mais le sourire sur son visage était indéniable. Ils avaient réussi l'impossible. Kolobanov, d'un calme qui démentait l'intensité de la bataille, commença à inspecter les dégâts externes, les impacts d'obus allemands qui, miraculeusement, n'avaient pas pénétré le blindage robuste de son char. 73 marques d'impact, 73 tentatives d'annihilation qui avaient échoué. Les rapports commencèrent à arriver des 4 autres KV-1, lieutenant Degtiarev, lieutenant Sergeyev, lieutenant Lastochkin, lieutenant Evdokimenko. Chacun d'eux avait répliqué l'exploit de Kolobanov, transformant leurs routes respectives en cimetières d'acier. Le décompte final était stupéfiant. 43 chars allemands et une quantité encore plus grande de véhicules de soutien détruits en une seule journée. Un coup dévastateur pour l'avancée nazie vers Leningrad. Ce n'était pas seulement une bataille gagnée, c'était un mythe qui s'était brisé. L'invincibilité de la Wehrmacht, la croyance que rien ne pouvait arrêter sa machine de guerre, avait été fracassée par 5 chars et une poignée d'hommes. Pour le haut commandement allemand, le choc fut profond. Les premiers rapports étaient si incroyables qu'ils furent rejetés comme des exagérations ou de la désinformation. Comment une force si petite avait-elle pu infliger de tels dégâts? L'arrogance initiale, la sous-estimation de l'ennemi soviétique, se transforma en une amère incrédulité. L'avancée vers Krasnogvardeysk, un point crucial pour le siège de Leningrad, avait été stoppée. Le temps précieux que les Allemands croyaient avoir en abondance s'écoulait maintenant. Chaque heure de retard signifiait plus de temps pour Leningrad pour se renforcer, pour construire ses défenses, pour préparer sa résistance. Sur le champ de bataille, le décor était d'horreur. Une fumée épaisse s'élevait des chars en flammes, se mêlant à la brume matinale et à l'odeur métallique de sang et de suie.
Des corps de soldats allemands gisaient éparpillés parmi les débris, certains avec encore des expressions d'effroi figées sur leurs visages. La route, autrefois une voie d'avancée, était maintenant un monument à la futilité de la guerre, un tas de ferrailles tordues et de corps. Les quelques survivants allemands qui n'avaient pas été capturés rampaient au loin, ou se regroupaient en état de choc, leurs esprits marqués à jamais par le carnage inattendu. La confiance avait été remplacée par une terreur glaciale, la certitude de la victoire par un doute corrosif. Les villages et hameaux voisins, autrefois silencieux et craintifs, vibraient maintenant d'un étrange mélange de soulagement et d'incertitude. Les civils qui avaient fui commençaient à revenir prudemment, les yeux fixés sur les colonnes de fumée qui s'élevaient encore. La vue des véhicules allemands détruits apportait un fragile espoir, une lueur que peut-être, juste peut-être, le monstre pouvait être arrêté. Mais le coup était visible dans chaque maison endommagée, dans chaque champ brûlé, dans le silence de ceux qui avaient perdu des êtres chers. La bataille de Kolobanov avait sauvé Krasnogvardeysk et peut-être Leningrad, mais la guerre était loin d'être terminée. La terre était marquée et les âmes des hommes encore plus. Les leçons de ce jour résonnaient avec une clarté brutale. L'arrogance militaire, la croyance en une supériorité incontestable, avaient été confrontées à l'intelligence tactique et à la résilience inébranlable. Kolobanov et ses hommes n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient des symboles. Symboles de la capacité humaine à résister contre les probabilités les plus écrasantes, à trouver la force dans l'adversité et à transformer un désavantage numérique en une victoire écrasante. Ce jour d'août 1941 ne serait pas oublié. Il serait gravé dans la mémoire collective, un rappel que même la machine de guerre la plus puissante pouvait être brisée et que l'esprit de combat pouvait être plus fort que l'acier. L'héritage ne faisait que commencer à être forgé, au milieu des décombres et du silence de la victoire. L'héritage ne faisait que commencer à être forgé, au milieu des décombres et du silence de la victoire. Kolobanov et son équipage, Ivan Kisselev, Nikolai Rodnikov, Andrei Oussov et Viktor Dektiarev, émergèrent de cet enfer de métal et de feu en héros, leurs esprits et leurs corps marqués à jamais. Il n'y eut pas de défilés immédiats, seulement le calme épuisant de l'après-bataille, l'odeur de fumée toujours dans l'air, le silence rempli par les gémissements lointains des blessés. Ils avaient accompli leur mission, mais les cicatrices de ce jour, invisibles et profondes, resteraient. Les soldats allemands capturés ou en retraite portèrent le traumatisme d'une défaite inattendue, l'humiliation d'avoir été arrêtés par une force si minuscule. Les villes voisines, comme Voïskovitsi et Krasnogvardeysk, étaient en ruine, mais la graine de l'espoir avait été plantée. Cette confrontation ne fut pas seulement un exploit militaire isolé, ce fut un tournant. Les leçons historiques de ce jour résonnent encore aujourd'hui. Un rappel vivant des dangers de l'arrogance militaire, de la croyance aveugle en la supériorité technologique et numérique. Kolobanov a prouvé que la force inébranlable de la résilience humaine, combinée à l'intelligence tactique, peut surpasser la puissance brute. Le coût de la sous-estimation d'un ennemi déterminé fut payé en acier tordu et en vie perdue. L'impact politique et militaire de la bataille de Voïskovitsi fut crucial. Elle retarda la chute de Krasnogvardeysk et, plus important encore, acheta un temps précieux pour Leningrad. Chaque jour de retard permit à la ville héroïne de renforcer ses défenses, de préparer ses civils au siège imminent et de renforcer sa détermination. La mémoire collective de Kolobanov, le commandant indestructible, reste vivante dans les livres, les documentaires et les récits oraux, un symbole éternel de la résistance soviétique. Des mémoriaux simples mais puissants marquent les lieux de la bataille, où les cicatrices du combat demeurent encore dans la terre et dans l'âme du peuple. L'histoire de Kolobanov est plus qu'un récit de guerre. C'est une méditation poétique sur la brutalité de la guerre, le courage inébranlable qui surgit des profondeurs du désespoir, et la résilience qui défie la logique. Chaque char détruit ce jour-là est un cri contre l'arrogance, et le sang sur la neige, même symbolique, est un rappel éternel du sacrifice. Cet événement n'est pas seulement un exploit militaire extraordinaire, mais un phare de la capacité humaine à résister contre toutes les probabilités, à lutter pour la survie et la liberté. Ce jour d'août 1941, sur les plaines gelées au sud-ouest de Leningrad, a gravé une leçon brutale et belle dans la tapisserie de l'histoire. Une leçon selon laquelle l'esprit humain
confronté à l'anéantissement, peut s'élever plus fort que l'acier et plus brillant que le feu. Et ainsi, l'histoire de Kolobanov et de ses hommes nous rappelle que, même dans les heures les plus sombres, le courage et l'intelligence tactique peuvent réécrire le destin. Likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques de l'histoire. Quelle bataille voulez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez notre voyage dans le passé pour que les leçons d'hier puissent éclairer demain.